Bonjour YouTube, bienvenue dans cette, est-ce qu'on appelle ça une masterclass? Bon, peu importe. Bienvenue dans, je vous présente le mixage sur lequel j'ai le plus galéré dans ma vie. Alors, c'est une production, c'est une autoproduction. Voilà, j'ai composé, enregistré et mixé moi-même, d'accord? Là, on est sur du métal instrumental. Dites-vous que si c'est pas votre délire, c'est pas quelque chose de trop bourrin, c'est assez varié en instruments. Et puis, je mixe du métal de la même façon que n'importe quel autre style. Alors, on est au stade du mixage du coup, et c'est un titre qui n'est pas encore sorti. Alors, sur ce projet-là, il n'y a que des pistes audio. Faut savoir que quand je bosse sur une musique, il y a un projet Cubase où je compose dessus, ensuite je enregistre les instruments. Là-dessus, il y a tous les outils virtuels, à savoir ampli virtuel, les VST, donc de violon, de batterie, etc. Ensuite, sur ce même projet-là, je cut les pistes audio. Vous savez, quand vous prenez les ciseaux et que vous cutez avant et après. Donc le nettoyage a été fait sur l'autre projet et j'ai tout exporté en piste audio. Et on se retrouve donc sur ce projet Cubase là, où du coup je mixe que des pistes audio. Pourquoi je fais ça? C'est pour limiter la charge de travail de mon PC. Au moins, je peux mixer en toute sérénité sans qu'il y ait de lag ou bien que mon PC, en fait, il ne supporte pas le process. Alors, il faut savoir que j'ai passé presque plus de temps avant le mixage que pendant le mixage finalement. Avant le mixage, il y a beaucoup de choses à faire. Sachant que j'ai une batterie virtuelle, il faut passer du temps à l'édition MIDI. Faire ça avec la souris, ça prend du temps, hein, parce qu'il faut humaniser cette batterie pour qu'elle sonne bien. Ensuite, il y a aussi l'aspect forger le son, le sound design. Et tout ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes formations. D'ailleurs, à l'occasion de Noël, il y a une promotion pour un pack de 2 formations où vous avez l'aspect production, ce qu'il y a à faire en amont du mixage, et le mixage en lui-même. Il faut savoir que c'est la dernière fois que je fais une promotion de ce genre. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le lien qui est sous cette vidéo. Alors, la meilleure des façons de vous présenter ce projet, c'est d'appuyer sur lecture et de vous présenter déjà tous les instruments. Les voici, donc il y en a pas mal. Il y a aussi des pistes auxiliaires dans le tas. Et avant, donc, hop, je déplace ma tête, de lancer la lecture. Aussi, je voudrais parler de ce qu'il y a en crête max. Je ne dépasse pas environ les moins 10 décibels. Et en target, en cible, on va dire, j'essaye d'avoisiner les moins 15 dB. J'aime bien mixer avec beaucoup de marge et après lors du mastering, on gonfle tout ça jusqu'au moins 1 décibel et puis on a un truc bien burné. Je remets la tête par là parce que je préfère, je sais pas pourquoi. Alors, on est sur une guitare acoustique archi nulle qui est une guitare en nylon qui coûte 100 € à tout casser. C'est tout ce que j'ai en guitare acoustique en ce moment chez moi. Et donc, j'ai pas été aidé dès le début avec cet instrument-là. Alors, vous allez me dire, c'est le guitariste qui forge le son. Mais là, pour le coup, la guitare m'a vraiment pas aidé. Donc, je poursuis. Donc, je joue de la percussion avec mes doigts sur la guitare acoustique. Donc, vous l'avez entendu, il y a le son de ma guitare à l'envers. Donc, j'ai d'abord utilisé le son de ma guitare sur laquelle j'ai appliqué une réverbération. J'ai pris une petite partie de la guitare que j'ai découpée comme ça moi-même. Et puis, j'ai appliqué une réverb dessus. Et j'ai inversé le son et ça donne ça. Et je fais ça aussi avec des coups de caisse claire et tout autre type d'instrument. Et puis, marié avec la guitare, il y a une instru métal traditionnelle, batterie, basse, guitare. Alors, au niveau de la batterie, on est sur Easy Drummer 2. Donc, c'est une batterie virtuelle. Ensuite, pour la basse, il faut savoir que de base, j'avais enregistré une basse avec une vraie guitare basse. Et j'ai, pour une raison inconnue, perdu l'enregistrement. Et j'étais tellement saoulé que, en fin de compte, je me suis servi d'un VST qui s'appelle Eurobass. Et j'ai tout fait à la souris,
comme un lâche. Alors, est-ce que c'est de la triche? Ça, c'est un vrai débat. On peut dire que non, parce que je sais jouer ça en live si on me le demandait. Mais en tout cas, finalement, j'ai été surpris de voir comme ça sonnait particulièrement bien. Donc ça sonne comme ça en solo. Voilà. Et puis, en fait, il faut savoir qu'il y a deux sons possibles hein, sur Eurobass, non même trois. Ça, c'est le son clean et ça, c'est le son avec la basse distordue. Et en fait, j'ai fait un copier-coller des deux pistes instruments et ça se marie hyper bien ensemble, j'ai aucun problème de phase. Donc finalement, j'ai bossé avec deux sons de basse, hein. Donc soit il n'y a que le son de la basse sous forme de disto, soit il n'y a que le son de la basse sous forme de basse clean, et j'ai réussi à m'amuser avec. Au niveau de la guitare électrique, on est sur Neural DSP, et c'est l'archétype Plini, donc c'est pas de vrais amplis. Alors vrai ampli ou ampli virtuel, c'est un vrai débat. Ça dépend de vos principes, de vos convictions, tout ça, tout ça. Moi, je trouve que enregistrer avec un ampli virtuel, c'est tellement plus pratique. Ce qui compte en fin de compte, c'est que le son il plaise et l'auditeur va pas se demander en écoutant, tiens, est-ce que c'est un vrai ampli ou pas? Ce qui va forger vraiment votre son finalement, c'est vraiment vos doigts. Donc, si vous avez un style à la guitare qui est particulier, que vous avez un vrai ampli ou pas, ça fait le taf. Sachant que vous pouvez modifier le son n'importe quand. Alors il y a deux écoles aussi au niveau des amplis virtuels. Soit vous avez l'ampli virtuel directement pendant le mixage, auquel cas vous pouvez changer les sons pendant le mixage. Moi j'aime pas fonctionner comme ça, je préfère fabriquer mon son en amont et ensuite je fais avec du moment que en amont j'ai veillé à ce qu'il y ait une belle synergie entre le son de la guitare et les autres instruments. Je poursuis la lecture. Donc là, je fais non seulement des percussions, mais je commence à jouer des notes, hein. Ça sonne comme ça en solo. Alors ça sonne plutôt bien. Bon, j'ai passé des heures au mixage, mais c'était pas évident de le faire sonner bien dès le début. Je vous ferai écouter comment ça sonne sans tous ces effets-là. J'ai vraiment galéré pour qu'il y ait une synergie entre la guitare acoustique et l'ensemble des instruments. C'était un vrai défi et je vais en parler un peu plus en profondeur par la suite. Alors vous entendez, il y a un jeu stéréo sur le delay des guitares. J'ai fabriqué deux pistes de delay, une qui sonne à fond à gauche et une à fond à droite. Et pour faire ce jeu de gauche-droite avec le delay, j'ai simplement joué sur le volume de la piste auxiliaire sur laquelle il y a les delays. C'est beaucoup plus pratique de fonctionner de cette façon-là. Alors si jamais vous vous demandez, j'ai nettoyé les pistes en amont, hein. J'ai exporté des pistes qui ont déjà été nettoyées. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas des coupures de cette façon-là, hein. Alors, la guitare acoustique que vous entendez là, donc tout ce qui est en violet, j'ai fait intervenir un artiste qui s'appelle Alexis Speedpack. Je vous mets en lien son Instagram et son Facebook. Alors, c'est un prof de guitare. Il est aussi donc artiste, il fait des concerts et il est en ce moment spécialisé dans la guitare acoustique. Il a fait un super job. Il m'a aussi d'ailleurs enregistré donc des parties de solo de guitare électrique et je vous laisse admirer son jeu de guitare, sachant que le son de sa guitare est sympa aussi parce qu'il a une guitare donc acoustique sur laquelle il a un micro à l'intérieur et un micro juste sous les cordes, un petit peu comme une guitare électrique. Et en fait, vous avez avec un câble jack le mélange des deux micros et ça donne ce rendu-là. Alors je me suis aussi servi donc de ce son que vous venez d'apercevoir.
c'est des percussions d'un drum kit orchestral. Donc en gros, j'imite les roulements que je fais avec mes doigts sur la guitare, mais avec cette batterie virtuelle aussi qui vient de EasyDrummer. D'ailleurs, je me suis bien éclaté les doigts sur cette guitare parce que j'ai fait plusieurs essais pour avoir le bon enregistrement dans le rythme. Donc on a un son très équilibré. Là, vous voyez par exemple, j'ai utilisé uniquement le son de la basse, mais la basse distordue, pour avoir beaucoup de fraîcheur d'un coup. Alors en solo, c'est dégueulasse, hein. On entend des cuivres ici. Et couplé au cuivre, un synthétiseur. Et c'est assez subtil, mais les deux ensemble donnent une texture intéressante. D'accord ? Alors là, on a encore des pistes d'arrangement où il y a juste donc mes doigts qui roulent sur la guitare, hein, sous forme de percussion. Encore une fois, dans le but de rajouter de la texture dans ce mix. Donc il faut savoir que pour ce solo-là, il n'y a aucun effet. D'accord ? C'est vraiment le son de la guitare. Il n'y a pas de reverb, il n'y a rien. À 50% à gauche. Et ça donne l'impression que ce solo, il vient un petit peu de loin, là, quelque part. Et ça suffit. Il n'y avait pas besoin de mettre plus d'effets. Donc vous voyez aussi, ça m'arrive des fois de juste balancer le volume et mettre aucun effet parce que ça sonne suffisamment bien. Des pistes de solo. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais jamais la même reverb sur la snare. Ça change tout le temps. Là il y a les automations, hein. Donc si vous voulez, là j'ai le volume, mais j'ai aussi... Voilà, là j'ai deux reverbs différentes. Et vous voyez qu'une fois je me sers d'une reverb, une fois de l'autre. Et il y a des fois il n'y a même pas de reverb, voilà. J'aime bien donner des nuances comme ça dans le mix pour qu'on n'ait pas de la redondance et qu'on ne s'ennuie pas. Donc là on a un kick orchestral. Les cuivres, ça vient de capsule audio. Du même que, en fait, tout ce qui est en verre vient de capsule audio.
faut savoir que cette partie m'a posé énormément de soucis. Alors, dans nos home studios, des fois, on ne se rend pas compte de certains problèmes. Là, par exemple, ce violon-là que j'ai mis solo à l'instant, c'était un instrument qui explosait les oreilles quand j'ai réécouté ce titre dans ma voiture. Parce que c'est bien de sortir aussi sa musique de son studio pour l'écouter dans un autre contexte, sur d'autres systèmes d'écoute. Et là, ce violon, il éclatait les oreilles. Et par exemple, hein, voilà les correctifs que j'ai faits. Vous avez vu, c'est minime, hein, c'est toute petite équalisation, mais c'est vraiment ces fréquences-là qui faisaient mal aux oreilles. Et juste avec cette petite équalisation, on a l'impression qu'on n'a rien fait, et pourtant, ça a changé la donne. Donc, gros passage très compliqué à mixer ici, je vous en parlerai aussi plus en détail plus tard. Alors, ce qu'il y a ici, c'est des cuivres. J'ai joué avec le pitch bend de mon synthé. J'ai juste joué sur une note et j'ai descendu le pitch bend. C'est ce qui donne ce côté un petit peu trailer de jeu vidéo. Et donc tout ça, je l'ai envoyé dans une reverb et j'ai utilisé Decapitator pour vraiment punir le son. C'est un plugin de saturation. Et voilà, donc vue globale du mix, ça ressemble à ça. Bon, alors le premier défi auquel j'ai été confronté, c'est cette fameuse guitare acoustique au début du mix, qui de base ne sonnait pas franchement très bien. Alors elle a été enregistrée avec un micro stéréo, il s'agit d'un Zoom H6 dans lequel j'ai mis un petit tempo hein, à l'intérieur, donc un métronome, et puis je me suis enregistré à part, hein, donc pas directement sur le DAW, je me suis enregistré directement sur le Zoom H6. Et là, regardez, observez tout ce qui se passe quand j'appuie sur lecture. Alors, il faut regarder cette piste-là, il y a plein de choses qui s'allument et qui s'éteignent. Donc vous voyez qu'il y a des passages où au moment où je frappe avec le pouce au dernier moment, j'injecte le son dans la reverb, mais beaucoup plus que là. Actuellement, j'injecte un son dans la reverb, mais de façon très minime, simplement pour placer dans une pièce ma guitare acoustique. Et quand j'arrive au bout du roulement, avec mes doigts et que je fais clac, là j'injecte beaucoup plus. C'est pour donner un effet un petit peu cool. Et là, il y a des choses qui s'allument et qui s'éteignent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au début, je me sers donc de la paume de ma main pour imiter un kick, donc ici. Et il faut savoir que quand j'avais le compresseur ici présent plus l'équaliseur, et ben en fait ça faisait beaucoup trop et du coup le son il saturait. Alors il sature pas au niveau du volume ici, mais il saturait juste en termes de fréquence. C'est-à-dire que quand j'écoutais encore une fois dans ma voiture, les basses n'en pouvaient plus, ça faisait hein, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai coupé des effets que j'ai appliqués. En parlant des effets que j'ai appliqués, donc en tout premier, Datube, donc c'est un drive qui va juste me rajouter des harmoniques, d'accord? J'en avais besoin, donc je l'ai appliqué, voilà. Ensuite, je me sers d'un compresseur, un compresseur de Cubase, qui est superbe si vous cherchez un compresseur qui a beaucoup de couleurs. Il est très coloré, hein, d'où son bouton caractère que j'ai mis à 100%. On est sur une release très courte, une attaque
rapide également. Donc en fin de compte, le compresseur travaille très rapidement, hein, puisqu'on est sur des percussions, il fallait un compresseur qui soit dans le rythme. Donc un gros ratio, hein, et puis le mix à 100%. Ensuite, alors l'équalisation. J'ai boosté les graves. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était pas forcément pour avoir plus de basse, c'est simplement que ça donnait beaucoup plus de réalisme. Et les 2000K aussi, Hertz, qui apportaient une certaine chaleur. Par la suite, j'ai appliqué un limiteur, donc ça fait beaucoup d'effets, hein, mine de rien. C'est assez rare que j'applique autant d'effets. Le limiteur me permettait de réduire les écarts de volume, parce que j'avais une difficulté avec le micro stéréo. Avec le micro stéréo, ce qu'on n'a pas, contrairement au micro mono, c'est que quand on veut mettre un instrument en avant, c'est pas aussi facile. Alors j'ai utilisé un limiteur pour limiter les écarts de volume et aussi pour mettre en avant cet instrument qui est principal. Donc simplement hein, en augmentant l'input et en baissant l'output. Attention quand vous appliquez des effets, avant et après, vous devez avoir le même nombre de dB max. Et tout à la fin, un side chain, d'accord? Donc il a été appliqué pour voilà, j'avais appliqué un sidechain pour ce passage-là, simplement pour la reverb inversée, pour que quand on arrive tout pile ici, le son de la guitare acoustique s'estompe un peu. C'est pour accentuer l'effet de cette snare qu'on entend à l'inverse. Alors maintenant, je vais vous faire écouter la guitare sans les effets. Donc, je clique sur arrêter de lire les automations, hein, donc sur R. Et donc, sans les effets, ça sonne comme ça. Vous voyez, donc ça change quand même pas mal. Hein. Et là, vous entendez aussi comme les fréquences graves que j'ai boostées apportent vraiment quelque chose, apportent ce réalisme qui manquait. Et c'est un petit peu de la faute du micro stéréo, selon moi, c'est qu'il capturait pas assez de basses fréquences. Si j'avais enregistré avec un micro de ce genre-là, peut-être qu'il aurait capté un peu plus. Maintenant, l'autre partie qui m'a posé donc énormément de problèmes, j'en ai parlé avant, donc c'est celle-ci. Pourquoi selon vous? Parce qu'il y a quasiment tous les instruments en même temps à ce passage-là. Donc, ce qui était très difficile, c'était que on a des instruments qui de base sont pas forcément faits pour sonner ensemble, à savoir des violons qui ont un certain sustain, la batterie qui est en mode double pédale, plus les guitares. Alors, il faut savoir que j'ai pas l'habitude de mettre autant d'effets sur une guitare. D'habitude, une fois que je trouve le bon son sur mon ampli virtuel, j'ai tendance à le laisser tel quel, je mets quasiment rien. Et là, j'ai mis vraiment beaucoup de choses. Alors, premièrement, de quoi rajouter des harmoniques particulièrement pour ce passage, pour vraiment donner de la fraîcheur à la guitare, un côté un peu plus aigu aussi, et un peu plus de compréhension. Donc c'était essentiel de rajouter des harmoniques avec des capitators. Quand j'utilise des effets comme ça, je joue beaucoup sur le mix, hein, pour qu'il y ait une certaine transparence. Au niveau du drive, je ne suis pas allé comme un bourrin, hein. J'ai fait en sorte vraiment que le réglage soit transparent. Ensuite, j'ai appliqué donc 2 sidechains. Donc, si vous ne savez pas trop ce que c'est un sidechain, j'ai fait une vidéo à ce propos, je vous laisse la consulter sur YouTube. Un sidechain où dès qu'il y a une snare qui frappe, le volume des guitares s'estompe, et un autre sidechain où quand le kick sonne, le volume des guitares s'estompe. Et dans un genre de passage où il y a quasiment tout qui sonne en même temps, c'est quasiment essentiel de mettre un sidechain pour laisser de la place aux instruments, sinon c'est beaucoup trop effet brouillon et on comprend plus ce qui se passe. Et de plus, je voulais conserver aussi une certaine puissance avec la batterie, et un bon moyen de laisser de la place à la batterie dans un mix quand il se passe beaucoup de choses, c'est justement de mettre un sidechain. Vous noterez que là sur le kick, j'ai mis aucun effet parce que le kick sonne bien.
En général, les instruments virtuels de type batterie sont faits déjà pour bien sonner dans un mix. Ils sont adaptés, ce sont des enregistrements qui sont parfaits. Je suis un peu plus maniaque sur la snare, j'en parlerai un peu plus tard. Et en temps normal, donc dans les pistes de guitare, j'ai donc le quadrafuzz de Cubase qui me permet de faire gronder les guitares et par moment j'utilise cet equalizer. Je vous en parlais avant, ce violon il éclatait les oreilles là. Alors c'est en partie en faute du Decapitator hein, qui rajoute du drive à ce violon, mais d'un autre côté si j'ai pas de drive sur ce violon, on l'entend pas s'exprimer. Et je vous mets sans le drive. Vous voyez, il ne s'exprime pas aussi bien. Alors, on l'entend pas de façon très distincte, mais il fallait ce drive pour qu'on le perçoive mieux et que pour ajouter aussi de la richesse dans les harmoniques. Et donc, une correction au niveau des fréquences. Et c'est particulièrement dans ces fréquences-là que ça éclatait les oreilles. Et donc, pour retrouver ces deux fréquences qui étaient dérangeantes, comment est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout recommandé en temps normal. C'est que j'ai mis la piste en solo et que j'ai cherché individuellement les fréquences qui potentiellement pouvaient faire mal aux oreilles. Quand vous faites ça, attention de ne pas atténuer les fréquences des notes fondamentales de l'instrument. Si vous jouez un mi et que vous cutez la note du mi, ben finalement, en fait, vous allez détruire l'instrument. Là, ce qui comptait, c'était cibler la fréquence qui faisait mal aux oreilles. Et en règle générale, hein, peu importe l'effet que j'applique, c'est toujours en contexte, jamais en écoute solo. Hein. Comme là, c'était un contexte particulier. Mais en général, il faut que ça se marie toujours bien dans le mix. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué de mixer en contexte. Mais quand vous faites l'effort, en fait, vous êtes sûr à la fin de faire des réglages qui servent au mix. À l'époque, quand je m'étais lancé à la MAO, je faisais tout en solo, même les guitares, je réglais tout en solo. Et à la fin, ça ressemblait à rien, c'était criard, et je comprenais pas, et ça me rendait complètement fou. Mais c'était exactement à cause du fait que je mixais en mettant les instruments en solo et en mixant en solo. Pour les autres instruments de type cordes, j'ai appliqué également ce Decapitator qui est tellement pratique. Je l'utilise à peu près partout. Ça rajoute déjà d'une ce côté analogique. C'est très subtil, hein, mais encore une fois, dans le mix, ça apporte quelque chose. Donc pareil pour ici, hein, encore une fois, donc Decapitator. Sauf que là, je m'en suis aussi servi comme equalizer, donc où j'ai cuté des basses. Au niveau de la tonalité, de la couleur du plugin, je l'ai mis en mode bright, d'accord, pour vraiment faire ressortir les aigus. Et encore une fois, là où j'ai donc ce sustain avec les violons là. Vous voyez, ça rajoute juste des datas, ça rajoute encore de la texture dans les aigus, quoi. Et ce que j'ai fait également donc, dans ce passage-là, c'est que sur la piste des overheads, donc en gros les deux micros qui sont censés être placés au-dessus des cymbales, j'ai appliqué donc encore une fois le Decapitator et pour ajouter une certaine fraîcheur du bright. Et c'est aussi la séquence émotion où on veut un contraste en fait hein, entre le reste du mix qui est plutôt un peu plus grave. Quand il y a une partie émotion, c'est assez intéressant de mettre des aigus, c'est l'effet un peu waouh.
j'aime bien fonctionner de cette façon-là. Alors je vous fais écouter avec et sans. Voilà, vous voyez ce que ça apporte, hein. Pour le reste des instruments, donc j'en parlais avant, la batterie, j'ai appliqué quasiment aucun effet sur rien, hein, ni sur les toms, ni sur la ride. Sur les overheads, uniquement à ce passage-là et vers la fin. Le micro d'ambiance mono qui capture l'ensemble de la batterie, placé quelque part dans la pièce, bah il n'y a rien dessus. Pareil pour le micro d'ambiance stéréo, pardon, il n'y a rien dessus. Et comme je suis un maniaque de la snare, et bien par contre la snare j'y ai un peu touché. Donc voilà les correctifs que j'ai appliqués. J'aime bien qu'il n'y ait pas trop de basse dans la snare pour pas que ça mange trop de fréquences dans le mix. J'aime bien couper aussi les aigus pour avoir une snare bien sèche. Je fais écouter avec et sans du coup. Oui, la différence, on a l'impression que sans l'équaliseur, c'est plus une snare, c'est un peu une tapette à mouche comme ça qui tape sur la table et j'aime pas ça du tout. Donc j'avais le choix entre choisir une autre snare tout simplement qui sonnait plus grave aussi ou appliquer un équaliseur et là j'ai appliqué un équaliseur. Alors il faut savoir aussi que quand j'utilise un équaliseur, je me sers pas trop de l'aspect visuel de la chose. C'est-à-dire que je ne clique pas ici sur Spectrum et j'observe pas en visu ce qui se passe. Pourquoi? Pour privilégier le mixage aux oreilles. En fait, c'est ça qu'il faut retenir aussi beaucoup, je trouve, de l'enseignement que je peux vous offrir. C'est que vous serez plus performant en vous servant de vos oreilles que de ce qui est visuel. Et là, c'est bien que je fasse une vidéo longue où je peux un peu plus parler sans filtre. Parce que sur YouTube, on en voit plein des personnes qui, comme moi, se lancent, hein. Quand je me suis lancé, moi, dans ma tête, on était 4 sur YouTube. Mais en fait, sur YouTube, des gens qui font ce que je fais, il y en a une chier. Et il y a beaucoup qui fabriquent des nœuds dans la tête à leurs spectateurs. Par exemple, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire que c'est essentiel quand vous vous lancez dans le mixage d'apprendre à fond l'utilisation d'un équaliseur, etc. Et je pense en fait c'est une bonne manière de frustrer une personne qui se lance en mixage. Alors oui, l'utilisation de l'équaliseur est essentielle. C'est important de comprendre comment fonctionne un équaliseur. Mais en fait, il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est que ce qui compte, c'est que avant et après l'utilisation de l'équaliseur, ça sonne mieux et que vous avez réglé un souci. Et en aucun cas, comme certains le disent, il s'agit d'appliquer un équaliseur sur chaque instrument. Et il y a des tas de théories fumeuses aussi où on vous dit que bah voilà, vous avez un kick. Alors, vous appliquez un équaliseur sur le kick. Le kick, il y a des basses fréquences. Alors, les basses fréquences, faut les cutter. Hein, on vous dit ça. Et on vous dit que du coup, sur votre piste de basse, bah, il faut augmenter ce que vous avez cuté ici pour qu'il y ait une synergie entre le kick et la basse. Ça, vous voyez, c'est des choses stupides pour moi qu'on apprend à des gens qui apprennent la MAO et qui vont vous frustrer. Alors vraiment, forgez-vous une opinion quand vous voyez des tutos sur YouTube. Méfiez-vous de tout le monde, même de moi. La chose suivante que j'ai envie de vous dire, c'est on est en musique, d'accord? C'est un savoir-faire, le mixage, effectivement. Vous pouvez aussi voir ça comme de la musique à part entière. En fin de compte, quand vous mixez, vous faites de la musique. Il n'y a pas que l'aspect ingénierie du son. Il faut que vous mixiez de la musique. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier l'écoute avec vos oreilles plutôt que l'écoute avec vos yeux. Surtout quand on a des plugins qui ont un aspect très graphique comme cet équaliseur par exemple. Et autre chose que je recommande sur les équaliseurs, c'est plutôt que de cutter des instruments, atténuer. La plupart du temps, ça suffit. C'est un petit peu comme ce violon dont je vous ai parlé là, qui éclatait les oreilles quand j'écoutais en bagnole. Plutôt que de détruire la fréquence qui vous dérange, comme certains font, et comme certains youtubeurs montrent, et c'est aberrant de voir ça, et ben atténuer légèrement, des fois ça suffit. Et ce que j'ai fait là dans ce cas, j'ai atténué de cette façon-là les fréquences. Je suis retourné dans ma voiture, bon, pas exprès, hein, parce que j'avais des courses à faire, et j'ai réécouté, et juste atténuer de cette façon-là les fréquences suffisait largement. Donc n'y allez pas comme des bourrins avec
avec l'équaliseur et servez-vous de vos oreilles. Après, il y a une autre chose qui me dérange aussi, et je continue de parler sans filtre, c'est que personne ne vous dit qu'en fait, si vous voulez des bons résultats au mixage, ça se fait que si vous avez un bon enregistrement. Et j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais si vous avez une guitare qui n'est pas en rythme, vous pouvez mettre tous les effets que vous voulez, ça ne sonnera pas bien à la fin. C'est pareil pour l'interprétation, il faut que vous soyez hyper carré. En fait, il faut que vous vous rendiez compte que c'est un peu comme si vous vous baladez sur un instrument virtuel et que vous choisissez votre son. Vous voulez un son qui soit bien dès le début. Et c'est pareil avec l'instrument que vous enregistrez ou que vous éditez, hein, même une batterie MIDI. Le son de base d'une batterie MIDI, bah, il est robotique. Si vous voulez un bon son d'une batterie MIDI, il faut passer du temps avec la souris et décaler chaque petit point, chaque frappe pour qu'on ait l'impression que ce soit une vraie batterie. Parce qu'une vraie batterie, l'impression d'une vraie batterie, déjà ça sonne mieux. Et il faut savoir qu'il y a des tas de paramètres comme ça où l'être humain est habitué à entendre un vrai batteur jouer. Et si, même si le son est propre, si l'humain entend une batterie qui n'est pas humanisée, il va assimiler ça à une mauvaise qualité sonore du titre. Et ça se fait surtout avant le mixage. Voilà. Et c'est ce que je fais dans mes formations en fait. Dans mes formations, je passe beaucoup de temps là-dessus. C'est essayer de trouver des endroits où vous, en tant que débutant, vous pouvez tout de suite vous améliorer, plutôt que de vendre la formation où je vous explique comment se servir d'un équaliseur pour mieux sonner un mixage, soi-disant quoi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. J'espère que vous l'apprécierez parce que c'est assez rare que je parle sans filtre sur YouTube. Après, je tape sur les doigts à personne. Qui je suis pour dire ça? Je suis pas une personnalité qui a fait ses preuves dans un domaine qui est mondialement reconnu pour avoir mixé tel et tel album. Moi, je suis juste le home studiste autodidacte qui a appris de ses erreurs. Et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de titres où je me suis planté et pour comprendre tout ça, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait, quand je fais des vidéos sur YouTube. Bah, tu parles d'une masterclass, le mec, il s'énerve tout seul, quoi. Bon, alors, il y a pas mal de choses à dire sur la guitare. Alors, vous avez vu, là, je vais utiliser ce plugin-là, c'est le Quadrafuzz. Le Quadrafuzz de Cubase, c'est un super outil qui nous permet de sélectionner une bande de fréquences et d'ajouter un drive ou d'ajouter une distorsion, des saturations de type tape ou tube ou decimate, je ne sais plus comment ça s'appelle, decimator, voilà. Et mince, je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis sur amp, voilà. Et qu'est-ce que j'ai cherché là-dedans? J'ai cherché à faire grogner mes guitares. Ça, j'aime bien, peu importe le style, du moment qu'il y a une guitare électrique, j'aime quand ça grogne. Et c'est assez rare que j'effectue ce genre de réglage-là. Mais écoutez, comme avant et après, cette guitare rugit grâce à ce plugin-là. Et notamment quand je joue du palm mute. Le palm mute, c'est quand on applique la paume de sa main sur les cordes de guitare pour étouffer la guitare et ainsi produire des basses. Alors je vais choisir un endroit où on a du palm mute. Donc là, je me mets en mode Q-Link ici. J'appuie sur CTRL et clic gauche. Hein. Comme ça, je peux prendre plusieurs instruments. Et si j'appuie sur mute ici, et ben les deux, automatiquement, ils se mettent en mute. D'accord? Donc là, je vais prendre Quadrafuzz et je vais vous faire écouter avec et sans. Et du coup, vous comprenez peut-être un peu mieux ce que je veux dire par quelque chose qui grogne hein, dans la guitare. Je voulais gagner des basses dans ce palm mute. Et ce plugin-là, hein, je ne l'applique pas partout. Par exemple, dans des passages où je joue voilà, des accords donc lâchés, comme ici. Ben, je ne vais pas m'encombrer avec ce plugin. Vous noterez que là, il y a un équaliseur qui s'allume et qui s'éteint. Là, avec cet équaliseur, ce que j'ai recherché, c'est la compréhension des notes. Parce qu'il y a des passages où il se passe beaucoup de choses dans le mix. Et j'avais envie qu'on comprenne mieux les notes de guitare. Et à l'oreille, ça se passait vers ici. Ensuite, les guitares acoustiques. Donc, qu'est-ce que j'ai effectué comme traitement dessus? Alors, déjà, il faut comprendre une vision globale. Vous voyez qu'au niveau du panel, donc gauche-droite, là, on a une guitare à 100% à gauche
Et là, une autre guitare qui est seulement à 36% à droite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'il y a un autre instrument, à savoir celui-là, qui sonne pas mal à droite. Et pour pas que la guitare acoustique soit en conflit avec cet instrument-là, je l'ai mis seulement à 36% à droite. Sachant que cet instrument-là, qui sonne de base en stéréo, j'ai pas voulu le panner. Et pour l'élargir, je ne me suis pas servi d'un stéréo enhancer, je me suis plutôt servi d'une piste auxiliaire. Donc j'ai envoyé cet instrument à percussion dans une piste auxiliaire que j'ai mis totalement à droite. Et dans cette piste auxiliaire-là, il y a un mono-delay qui en fait qui crée une latence de 20 millisecondes. Et c'est pour créer un effet stéréo. Je vous fais écouter avec et sans. Oui, donc avec ce delay, je crée un retard. Et avec ce retard, je peux fabriquer un effet stéréophonique. Finalement, quand nous, avec nos oreilles, on perçoit quelque chose à gauche, à droite, on sait que ça vient de gauche à droite parce qu'il y a une latence. Il y a le son de droite vient plus vite dans nos oreilles droites que l'oreille gauche. C'est comme ça qu'on comprend que quelque chose vient de la droite. On peut reproduire ce même effet-là avec des delays où on peut créer des petits retards de 20 millisecondes. Et de cette façon-là, on élargit un instrument. Et dans cette piste auxiliaire-là où il y a le delay, j'ai encore une fois rajouté un petit peu de distorsion, un tout petit peu. Et directement sur la piste, donc à 36%, une reverb. Encore une fois, pour accentuer cet effet de spatialisation. Au niveau des traitements sur la guitare acoustique, donc un equalizer, j'ai adoré les basses de cette guitare, donc j'en ai abusé, pareil pour les aigus. Ensuite, un compresseur que j'aime bien, voilà. Alors, il n'y avait pas de problème de différence d'écart de volume. Je voulais juste utiliser le compresseur pour le son qu'il apporte. Il apporte une petite chaleur analogique, on va dire. Et si je vous refais avec essence, vous allez peut-être la percevoir. Et ensuite, derrière, tout derrière, pour enrichir tout ça, encore une petite distorsion harmonique, un drive. Solo de guitare, simplement une distorsion harmonique, ça suffisait. Et ensuite, sur la guitare acoustique solo, pareil, voilà, le décapitator que vous commencez à connaître par cœur. Par la suite, sur les basses, donc j'en ai deux. Donc je rappelle, c'est Eurobass, le plugin, et il y a un mode clean et un mode distorsion. Et j'ai tout simplement, sur l'autre projet, fait un copier-coller, un bête copier-coller, et l'addition des deux sons de basse collait bien, je trouve. Alors encore une fois, c'est très moche en solo, mais ça apporte tellement au mix, je trouve. Je vous fais écouter maintenant sans basse. Voilà, ça apporte juste ce qu'il faut. Donc sur cette piste-là, j'ai mis un side chain. Alors j'utilise pas tout le temps ce side chain. Alors je sais plus pourquoi j'utilise, je crois que c'est pour la snare ou pour le kick, je ne sais plus. Vous voyez, donc justement, plutôt pour ne pas avoir des conflits basse-kick, je préfère utiliser des sidechains que des equalizers. Où on risque de dénaturer le son avec l'equalizer. Et il y a un moment donné où j'utilise gain reduction. C'est pour le passage ici. Alors par excellence, gain reduction, c'est adapté aux voix et encore plus particulièrement aux voix métal. C'est pour ça que ça a été vendu de base. C'est comme ça qu'ils le vendent plutôt. C'est donc un mélange entre un limiteur, un compresseur et une disto. C'est un mélange des trois. Le son il est abusé, mais du coup ça
permet de vraiment suramplifier une partie dans la musique qu'on a envie de mieux comprendre. Donc j'utilise que pour ce passage ici. Et sur la basse distordue, si je puis dire, donc à certains endroits, j'utilise donc encore une fois un equalizer, ce fameux plugin qui s'appelle Gain Reduction, et là où j'avais besoin, une saturation. Notamment à ce passage-là. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur de mettre énormément de distorsion des fois, du moment qu'on ne la perçoit pas et que ça apporte de la fraîcheur au mix, vous pouvez mettre de la distorsion comme ça. Au niveau de la reverb, alors, j'utilise une, 2, 3, 4 types de reverb. Il faut savoir que pour les reverbs, je fonctionne avec la méthode du tableau que je me suis auto-inventé. C'est un tableau où je fais le schéma mental de comment je me représente une reverb. Et j'aime bien me fabriquer un premier plan, un second plan et un arrière-plan. Et c'est encore une fois ce que j'enseigne dans mes formations. J'ai une reverb assez proche, on va dire. Donc vous pouvez faire une reverb qui est proche avec un decay assez court et un pré-delay assez court. Et aussi jouer sur à combien de dB est-ce que vous envoyez vos instruments ici. Donc le gain d'envoi. Ensuite j'ai une reverb un peu plus large, avec un decay de 2 secondes. Une reverb qui est beaucoup plus grande encore. Donc là, c'est le mode, surtout, qui permet de donner une grande reverb. Sinon, c'est pas tellement le decay, parce que le mode de la reverb est important aussi. Et enfin, une reverb qui allait bien avec tout ce qui est basse fréquence. Je l'ai nommé Tom's Verb. En gros, une reverb pour les toms de la batterie. Parce que j'aime bien avoir des gros toms massifs. Alors, je fais pas beaucoup de traitement sur les toms, mais j'aime bien les envoyer dans une reverb de ce type-là. Où je vais privilégier justement les basses fréquences. Et donc, un exemple où j'utilise des toms assez massifs. C'est ici. Donc j'adore mettre des grosses reverbs sur les toms pour ce genre de passage. Voilà, c'est tout simplement pour ça. J'avais envie de vous parler aussi de donc, ce passage avec le delay sur les guitares. Alors vous voyez, j'ai utilisé 3 delays pour les guitares. Donc pour vous expliquer comment on fait tout ça, là j'ai mes 2 pistes de guitare. GRG, c'est guitare rythmique gauche, GRD, c'est guitare rythmique droit. Sur ces guitares-là, donc ici dans les sends, j'envoie le signal de ces guitares dans des pistes auxiliaires que je crée. D'accord? Et sur ces pistes auxiliaires-là, je mets ce que j'ai envie. Donc des delays, des reverbs. Vous pouvez même mettre des distorsions, des chorus. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dans des pistes auxiliaires. Et donc, par exemple, là, j'ai créé donc 3 types de delay. Un delay stéréo. Là, je me suis servi de Primal Tap. Un delay stéréo donc, qui va gérer les 2 guitares ensemble. Donc, je m'en suis servi au début ici. Donc on a un effet ping-pong où ça va se cogner un peu la tête à gauche et à droite. Donc ça se fait en mettant par exemple le côté gauche avec un delay de 4 secondes et le côté droit avec un delay de 2 secondes. Voilà, ça donne un effet de ce type-là. Pour accentuer la compréhension de ce delay-là, encore une fois, une distorsion harmonique, c'est vraiment l'outil magique pour mieux comprendre l'effet. Alors je vous fais écouter avec et sans. Donc vous voyez, avec la distorsion harmonique, on l'entend beaucoup mieux. Et en plus de ça, je l'ai un petit peu sound designé parce que ça donne un son un peu spécifique. J'ai un peu puni le son comme ça. Et puis j'ai pas mal cuté les fréquences pour avoir
ce son vraiment mordant là. Et encore une reverb que j'ai mis seulement à 20%. Hein. Vous pouvez mettre même des reverbs directement sur les pistes. C'est pas recommandé, c'est pas pratique en temps normal. Mais vous pouvez donner comme ça des effets de reverb que vous pouvez appliquer directement sur une piste et pas forcément que en effet auxiliaire. Et enfin, j'ai créé donc 2 autres pistes de delay. Une spécifiquement que j'ai mis complètement à gauche et une autre que j'ai mis complètement à droite. Et de cette façon-là, je me suis amusé à créer des effets comme ça. Donc avec des mono delay, puisqu'on est sur des configurations mono cette fois-ci. Et là, cette fois-ci, je me suis servi d'automation, donc des automations de volume directement sur la piste auxiliaire. Comme ça, c'est facile à manipuler. Et en fonction de à quel moment est-ce que vous augmentez le volume de la piste auxiliaire, vous pouvez choisir de, voilà, de faire un petit peu des contretemps comme ça avec le delay et donner des effets assez cool comme ici. Voilà, je m'aperçois que cette vidéo c'est un petit peu un méli-mélo d'informations que je vous balance à la figure parce qu'elle n'a pas de structure. Voilà, c'est une vidéo que j'ai fait pour partager mon expérience, voir un petit peu comment ça se passe. Je vous ai jamais vraiment montré comment est-ce que je produis une musique vraiment. J'imagine que vous avez plus de questions que de réponses finalement en ayant regardé cette vidéo, mais c'est pas mal. C'est l'occasion peut-être pour vous aussi de poser vos questions en commentaire. Vous savez que je réponds énormément. Et ce serait bien d'avoir un échange, que je puisse aussi faire des vidéos qui répondent à vos attentes. Alors en conclusion, comment avoir un mix qui vous satisfait? Je dirais la chose suivante. J'en ai un peu parlé avant, mais fiez-vous principalement à vos oreilles. Sortez de temps en temps votre mix de votre studio pour l'écouter en contexte. Et veillez par exemple à ne pas avoir des différences de volume avant et après application d'un effet en tout genre. Si vous appliquez je sais pas moi, un compresseur ou un équaliseur, vérifiez que avant et après, vous n'ayez pas des écarts de volume pour pas déséquilibrer votre mix. Parce que avant l'étape du mixage, vous devez faire des balances de volume et il faut pas ruiner l'étape super importante des balances de volume. C'est l'étape même la plus importante du mixage. Et l'étape la plus importante avant ça, c'est exécuter un bon enregistrement, tout bêtement. En fait, si vous voulez un bon mix et que vous êtes débutant, privilégiez toujours l'enregistrement. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Vous pouvez faire un super titre juste avec un bon enregistrement. J'ai même démontré sur une toute vieille vidéo, que j'ai fait à mes débuts sur YouTube, c'est que si la prod est irréprochable, vous pouvez avoir un son qui est déjà super dès le début. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Chaque morceau est différent à mixer. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous avez vu là, c'est pas des choses à reproduire comme une recette de cuisine. Si vous voyez ça sur une snare, ça veut pas dire qu'il faut le reproduire exactement pareil chez vous. Ça dépend des cas. Il y a des fois où sur une snare, je mets même pas d'équaliseur. Il faut vraiment faire au cas par cas, quoi. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner également. Je sors encore une vidéo avant Nouvel An. Ce sera une tier list d'idées pourries à faire en mixage et à l'enregistrement. Ce sera une vidéo un petit peu à la Netflix, cool à regarder comme ça. Un peu plus détente où on va un peu se marrer. Si vous souhaitez vous former, vous autres qui êtes autodidactes, eh bien c'est le moment avec mon pack de 2 formations à 99 € au lieu de 166 au total. Et vraiment, vous aurez donc cet aspect, comme je vous disais avant, production et post-production pour arriver à avoir un résultat qui est satisfaisant sans prendre trop de risques pour votre mix. Dans ma façon de former, je fais les choses assez simplement pour que tout le monde puisse comprendre et ce sont des choses saines à appliquer qui n'apporteront que des bonnes choses. C'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut, bonne fête de Noël.